Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas trop quel titre je vais donner à cette vidéo, mais en tout cas ça va être une vidéo pas facile à tourner parce qu'il y aura des choix, il y aura des sacrifices à faire. C'est horrible, mais je sais pas, j'aime bien souffrir, j'aime bien ce genre de dilemme. La première idée de titre pour cette vidéo, pour ce concept, c'est par exemple si ma maison venait à brûler, que je devais être évacuée au plus vite, quel livre je voudrais sauver à tout prix, au risque d'y laisser ma vie. Ouais, rien que ça. Grosso modo, ce sont les livres un peu dans ma bibliothèque qui sont les plus précieux pour moi. Alors pas forcément mes livres préférés en termes d'histoire, ou alors les plus beaux livres, ou les livres les plus chers ou quoi. C'est plutôt les livres avec lesquels j'ai une très forte nostalgie ou un très fort attachement émotionnel parce que je me revois en train de tourner les pages, en train de vivre l'aventure avec ce livre-là et on peut le voir grâce à mes annotations, etc. Donc pour moi, l'empreinte personnelle, intime que j'ai sur cet exemplaire-là ne peut pas se retrouver en achetant un autre exemplaire, tu vois. Alors qu'il y a d'autres livres dans la bibliothèque où je me dis, bon bah voilà, s'il brûle, bon c'est malheureux, mais je pourrais, si je veux, acheter un autre exemplaire. Et ça, c'est horrible de faire du favoritisme comme ça, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, ça va être un moyen un peu trop overdramatique pour revenir sur les livres qui me tiennent particulièrement à cœur, sur des petites anecdotes, sur, je sais pas, juste vous présenter un peu des petits souvenirs de lecture que j'ai eu qui ont été particulièrement marquants. J'en ai fait une grosse sélection. En vrai, de manière réaliste, hein, si je voulais sauver des livres et me sauver moi-même, je pourrais pas sauver tous ces livres-là parce que sinon je vais brûler avec ma maison, c'est sûr et certain, et je vais brûler avec ces livres aussi. Quoique non, si je les jette par la fenêtre, ouais, je vois quand même bien le scénario. Bref, voilà, si vous voulez jouer le jeu chez vous devant votre bibliothèque. Mais bon, on va commencer. Alors, le livre que je veux absolument sauver, genre c'est vraiment le livre qui a popé en premier dans ma tête quand j'ai pensé à ce genre de concept, quand je me faisais des scénarios hyper dramatiques. Je sais pas si vous êtes ce genre de personne qui, quand vous étiez petit, vous étiez seul à la maison et vos parents tardaient à rentrer, du coup vous commenciez à vous imaginer des scénarios tragiques en mode oh ils sont eu un accident, il s'est passé ça, je suis orphelin et tout. Non? Bon, d'accord. Bref, mais le livre que je prendrai direct avec moi, c'est, voilà, Percy Jackson, le tome 1 de Rick Riordan, publié ici chez Le Livre de Poche. Je l'ai depuis que j'ai 9-10 ans, je crois. C'est, je pense, le livre que j'ai lu le plus ever. Et c'est un livre qui m'est particulièrement précieux parce que c'est un peu le premier livre acheté volontairement de ma part, le livre avec lequel j'étais le plus obsédée. J'étais en mode il me le faut. J'avais regardé le film, j'avais commencé par le film, j'aimais à l'époque parce que j'avais aucune notion critique, voilà, ça m'a donné envie de lire le livre. Chez ma grand-mère il y avait le tome 1 qui appartenait à ma cousine et je me rappelle qu'à chaque fois que j'y allais, je lisais le tome 1, je relisais, je m'en lassais pas, jusqu'au jour où j'étais en mode il me faut mon propre exemplaire en fait, tu vois, parce que je suis tellement obsédée par cet univers, par ce tome. Et je me rappelle, j'avais pris mon courage à deux mains, j'avais demandé à mes parents est-ce que je peux avoir ça, alors que d'habitude en vrai j'en avais pas forcément besoin comme j'allais tout le temps emprunter à la médiathèque, mais ce livre là il me fallait. Du coup ça a été une victoire quand ils ont accepté et je me revois encore foncer dans l'espace culturel de Leclerc, foncer, tourner à gauche pour me retrouver devant pile ce livre là qui était mis en avant. Et quand je l'ai pris j'étais en mode putain je peux l'acheter, mais bref, ça a été, j'étais une des plus heureuses du monde. Du coup cet exemplaire il est irremplaçable. Mais par exemple si j'ai le temps pour sauver d'autres livres, attendez, je vais faire en sorte que ça va s'écrouler. Il y a tellement de livres qui sont en train de s'écrouler. Il y a des livres qui ont été des expériences de lecture mais tellement vivantes, tellement dynamiques, tellement waouh, juste immersives à Suck. Et on le voit grâce aux annotations comme là par exemple. Donc ici Radio Silence de Alice Oseman, publié aux éditions HarperCollins. C'est devenu mon comfort book. Enfin, j'ai fait une vidéo entière sur ce roman-là, si ça vous intéresse. Il y a pas mal d'annotations. Dedans, parfois, on sent mes émotions brutes à travers ce que j'écris, à travers... Voilà, je suis en train de gribouiller. Voilà. Vraiment, pas du tout dans la dentelle.
Enfin, c'est voilà, j'écrivais vraiment de manière brute mes sentiments et je l'avais lu quand j'étais partie en vacances. Je l'ai lu sur la plage, j'ai lu sur la terrasse de l'hôtel le matin. Tout le monde prenait son petit déjeuner, moi j'étais en train de chialer sur ce livre. Je mettais mes lunettes de soleil pour cacher mes larmes et ça faisait des traces pâteuses sur mes verres. Ce livre-là, il contient une dose d'émotions incroyable. Je me suis tellement sentie reconnue, je me suis sentie représentée. Ça m'a permis de faire une sorte de retour thérapeutique sur mon moi adolescent, sur mes perspectives, sur ma manière de me voir, de me percevoir. Incroyable. Depuis, j'ai acheté deux versions françaises, la version française qui est sortie en grand format et une version française collector, mais je les ai pas encore lues et en vrai j'ai beaucoup moins d'attachement avec ces livres-là, même si l'édition collector est plus jolie forcément. Mais ce livre-là, celui-là, ce petit-là, qui est un peu défoncé tellement je l'ai manipulé, tellement je l'ai trimballé, et qui est tellement mal annoté, bah c'est le plus précieux pour moi, parce que c'était là ma première expérience, et ça contient toutes mes émotions de manière brute, intense, sans détour, et je revis, en fait je me revois quand je feuillette en train de le lire et en train de gribouiller tous mes sentiments parce que je devais les évacuer et je pouvais pas en parler à des inconnus autour de moi comme ça. Donc voilà. Et pour un autre coup de cœur, Lonely Castle et The Mirror de Mizuki Tsujimura. Il est publié en France sous le nom du Le Château dans le Miroir. Et il est sorti en film également. Ce livre-là, c'est différent parce que j'avais découvert en EPUB et j'ai eu un tel coup de cœur que du coup je me le suis procuré sur Vinted, voire l'annoter. Voilà, j'ai beaucoup annoté, du coup je l'ai relu pour pouvoir faire une vidéo coup de cœur, une vidéo analyse que j'ai sortie l'année dernière si ça vous intéresse. Et je suis quand même satisfaite de mon travail dessus, de la manière dont j'ai pu mettre en avant les thèmes, ce qui m'avait bouleversée dans ce roman-là. Et du coup ça a constitué un travail de plusieurs jours, le fait de pouvoir répartir les thèmes, de trouver ce que je pouvais dire. Rien que le fait que ça a été un énorme boulot quand même, bah j'ai pas envie de le laisser brûler quoi, parce que ça constitue le fruit de mes efforts en termes littéraires. Alors Une vie comme les autres aussi, qui a été le livre qui m'a le plus dévastée. En fait j'avais commencé avec un emprunt à la bibliothèque, du coup j'avais emprunté en grand format ce livre là et j'avais commencé à le lire et je me suis arrêtée et je l'ai rendu parce que j'étais en mode ce que je suis en train de vivre, je le sens, ça va me foudroyer en fait. Et c'est un livre que j'ai envie d'avoir en ma possession parce que j'ai tellement de choses à en dire, j'ai tellement de choses à en retenir au niveau des personnages, de leurs réflexions dans leur vingtaine d'années, que je voulais avoir mon propre exemplaire. J'avais un peu peur parce qu'il y a beaucoup de livres dont le début me plaît énormément et en fait par la suite c'est une grosse déception parce que je suis pas aussi attachée, aussi investie, engagée émotionnellement dans l'histoire qu'au début. À l'époque j'avais pas des post-it transparents, du coup je devais les mettre en bas pour pas gêner la lecture. Je surlignais, j'écrivais mes pensées. Ça contient des moments de lecture, je vais dire solitaire, mais tout moment de lecture est entre guillemets solitaire parce que tu lis en général seul, mais je me revois par exemple à la cafette de la fac, en classe, avant le début des cours, ou dans le salon, quand il fait tard et que je suis juste avec les personnages, je suis en train de lire, je suis en train de poursuivre ma lecture, mais très difficilement. Parfois j'arrivais pas à lire plus de 50 pages tellement je souffrais en fait, tellement ça m'impactait et ça représente une expérience de lecture qui... J'ai juste pas les mots en fait parce que ça touche une corde hyper intime, hyper sensible de toi et t'as même pas l'impression de lire une fiction, t'as l'impression d'être dedans, de rencontrer, d'apprendre à connaître des amis, de les voir souffrir, de les voir refléter des parts de toi qui sont tellement intimes, qui sont enfouies au fond de toi et que t'as pas forcément le courage en fait de faire ressortir devant les gens. Et Jude, enfin le héros, dans toute sa souffrance et tout, pareil, ça constitue une expérience de lecture, je trouve, qui est irremplaçable et je pourrais pas genre m'acheter un autre exemplaire parce que ce sera pas aussi intense, ce sera pas aussi précieux que celui-là, parce que voilà, quand je le vois je suis en mode putain, est-ce que j'ai réussi à survivre à ça? Si j'ai réussi à survivre à ça, je réussirai à survivre à ma maison qui brûle, à un accident de voiture, je sais pas quoi, tu vois, genre... ces livres-là. Alors, voilà. En termes d'annotation,
toute la saga de All for the Game, de Foxhole Court, de Raven King et de Kingsman de Nora Sakavic. C'est pas une saga aussi précieuse dans mes souvenirs que par exemple ce genre de livre que je vous ai présenté là, mais j'ai quand même tellement adoré et j'ai tellement passé un moment, mais j'ai vécu tellement d'émotions. Enfin, j'ai fait des vlogs sur cette saga là, j'en ai fait 2 et on me voit m'attendrir, on me voit chialer parce que je suis prise dans le développement des personnages, dans le développement du héros qui apprend à se lier aux autres, à sortir de sa carapace, de sa solitude, à vivre pour les autres au lieu de seulement survivre pour lui-même. Aussi, je suis contente d'avoir autant à noter parce que encore une fois, ça contient mes réactions de manière brute, mes réflexions, mes tentatives d'analyse des personnages. Ouais, vraiment j'avais beaucoup de choses à dire. Et par exemple, si je perdais ces exemplaires et que je les voulais dans ma bibliothèque, je devrais en réacheter. Et j'ai pas envie de devoir tout réannoter, tu vois. Et parce que en fait, je trouve que la notation là, elle est importante aussi au niveau esthétique parce que là c'est trop blanc. J'aime pas les couvertures, c'est trop moche. Après, je sais qu'il y a eu une nouvelle édition beaucoup plus belle avec de belles illustrations qui est publiée, mais encore une fois, c'est pas l'esthétique qui compte pour moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai avec les exemplaires et voilà. Donc juste parce que j'ai pas envie, j'ai trop la flemme de devoir réacheter pour réannoter. Je préfère risquer ma vie pour les sauver. Au niveau des mangas, alors j'ai tout ça comme manga. Étonnamment, je me suis dit bon, par exemple, si toute ma bibliothèque brûlait, bon, ce serait très triste, hein, ça éliminerait des années de récolte. Mais je pourrais les réacheter. En fait, il y a des mangas que j'ai achetés il y a très longtemps et du coup j'ai quand même un attachement nostalgique assez fort, mais ils ne constituent plus un de mes mangas préférés. C'est pas des mangas que je vais relire, tu vois. Je me dis bon, est-ce que je risquerais ma vie pour eux? Je sais pas trop. Mais il y a aussi des mangas qui sont encore parmi mes préférés et que j'ai acheté il y a longtemps et que j'ai lu et que j'ai relu. Ils forment et constituent un souvenir de lecture très fort, très intense, que je pourrais pas retrouver dans un autre exemplaire. En particulier la saga de Skate Dance. Alors là c'est le tome 6, mais si je pouvais, genre si j'avais le temps de prendre une valise et de mettre tous les tomes dedans, je prendrais tout. Mais bon, par exemple, imaginons que j'ai le temps que de prendre un tome, je prendrais le tome 6. Skate Dance, déjà c'est une saga, je trouve qu'elle est très difficile à trouver, même en librairie spécialisée. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que ça se vend pas assez, ça se vend très peu. Et du coup, je me rappelle que quand je suivais le rythme de publication, c'était un tome, je sais pas, tous les 6 mois. Et du coup, tous les 6 mois, je partais à la chasse au trésor. Je farfouillais dans plein de librairies pour le dénicher. Et il était super dur à dénicher, vraiment. Et du coup, à chaque fois que je voyais, c'était une victoire. Donc, chaque tome que j'ai trouvé, chaque tome que j'ai acheté, ça constitue, voilà, un trésor pour moi. Le tome 6, je le garde parce qu'il y a un chapitre voilà, très fort sur le fait de poursuivre ses rêves. Et puis ça m'a aussi fait découvrir un groupe de musique parce que dedans du coup tu les vois, ils sont en train de chanter. Et en fait ils chantent une chanson d'un groupe de musique japonais et qui était devenu parmi mes groupes préférés. Et cette musique c'est devenu ma chanson préférée. Je pense que là encore c'est encore ma chanson préférée ever. Et puis c'est beau parce que du coup j'étais allée au Japon pour pouvoir assister au concert spécial 30e anniversaire de ce groupe de musique là. Donc c'était un truc de dingue, c'était un rêve incroyable. J'ai vécu des choses qui sont émancipées juste l'univers de ce manga là pour voilà me faire vivre des choses dans la vie réelle. Surtout que de base c'est un manga comique, tu vois. Et du coup ce genre de moment sérieux avec ces valeurs, ces principes là, je trouve que ça c'est encore plus impactant. J'ai des fourmis dans les jambes. Imaginez, vous devez y fuir et vous avez des fourmis dans les jambes. La raison la plus conne de crever quoi. Ah oui, alors ce livre là, si j'arrive pas à le sauver, bon c'est pas dans une de mes priorités, mais j'aimerais quand même bien le sauver, c'est le tome 2 de La Ville sans vent de Eleanor de Villepoix, publié chez Hachette. Pourquoi le tome 2 et pas le tome 1? Parce que le tome 1 je l'avais découvert en médiathèque et je l'avais adoré, mais du coup même si je l'ai réacheté pour le réannoter, pour le relire, pour le posséder, j'ai pas un souvenir aussi prégnant que le tome 2 où là je l'ai vraiment découvert là dans cet exemplaire là. Et pareil, c'était une époque où j'avais pas de post-it transparent. Donc je devais mettre en bas là. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà sinon on va passer je sais pas combien de temps ici. Mais cet exemplaire il m'est précieux parce que j'ai un souvenir très prégnant de ce livre. Il m'a fait stresser, angoisser, il m'a tenu en haleine, il m'a ému, il m'a fait
pleurer d'attendrissement, de tristesse, d'amertume, j'ai adoré la fin. Je sais même plus trop c'est quoi la fin, si je crois un peu, oui quand même. C'est tellement d'une amertume, c'est poignant. En fait comme tu t'es attaché aux relations entre les personnages, mais j'ai tellement chialé, je me revois sous ma couette là en train de chialer toutes les larmes de mon corps, de me dire mais waouh mais qu'est-ce que j'ai vécu. Et surtout c'est un univers qui est tellement original et la plume elle est dynamique, le rythme il est effréné, il te tient en haleine, il se passe toujours plein de choses, il y a plein de rebondissements, plein de mystères, les personnages ils sont super attachants, la relation entre les deux protagonistes, c'est un truc de maître et disciple, ils sont trop mignons, ça fait grand frère petite sœur. Et mon goal pour l'instant en termes de rencontre avec des auteurs, des autrices, c'est de rencontrer Eléonore de Villepoix pour lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, pour lui dire à quel point ce tome il m'a... Enfin sa duologie en fait, ça m'a bouleversée, ça m'a transportée, j'ai adoré vraiment. Mon goal vraiment c'est de me faire dédicacer cet exemplaire. En termes de rencontres avec des auteurs, des autrices qui font que l'exemplaire que j'ai est d'autant plus précieux, il y a celui-là, La mémoire de Babel, qui est le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dapos, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, Les Fiançailles d'hiver, j'ai découvert en 2015. Pourquoi le tome 3? Parce que je pense que c'est mon préféré. Je trouvais qu'il y avait un changement déjà d'univers littéralement, mais également d'atmosphère. Je trouvais que ça avait une prise en maturité et que c'était plus grave et qu'il y avait un truc plus... En fait il est moins long que les deux premiers tomes que j'ai adoré aussi, mais il est plus intense je trouve. Et c'est aussi parce que la romance entre Ophélie et Thorne, c'est une des rares romances principales que j'adore dans un roman de fantasy. Et vraiment j'ai adoré les suivre dans ce roman là, enfin je vais pas vous spoiler mais il y a des moments entre eux, il y a une évolution de leur relation, ça m'a tenu en haleine, ça m'a frustrée mais c'était de la bonne frustration en mode... Bref, voilà, juste... En fait, il y a du angsty, il y a des dilemmes, des quiproquos. D'habitude, je déteste, mais là, c'est Ophélie et Thorne. Et ce que j'adore dans leur relation, c'est qu'il y a un réalisme dans leur manière d'être, dans leur manière de grandir ensemble, de communiquer. Le tome 3, c'est celui dont j'ai pu faire dédicacer à l'autrice. Voilà. J'ai aussi réussi à faire prendre une photo. Voilà, c'est moi avec l'autrice, c'était en 2019, c'était aux Oniriques, un festival littéraire à mes yeux, vers Lyon. Et je vous conseille, c'est un petit festival de l'imaginaire, franchement il y a des auteurs, des autrices de qualité, vraiment. Je me rappelle, on était plusieurs à attendre à l'entrée. Et au moment où ça ouvre, j'étais la première à foncer, j'étais la première à repérer Christelle Dapos. Et du coup, j'ai pu lui parler, vraiment j'ai pu lui déverser tout ce que j'avais sur le cœur parce qu'à cette époque-là, La Passe Miroir, c'était vraiment ma saga préférée. Mais vraiment, j'ai pu lui dire tout ce que j'ai adoré, notamment dans La Mémoire de Babel, pourquoi je trouvais qu'elle décrivait si bien ses personnages, et pourquoi j'ai tellement aimé la relation entre Ophélie et Thorne. Et je m'en rappelle, enfin, elle était toute émue de ce que je lui disais et c'était l'un des plus beaux moments de lectrice de ma vie. Et surtout qu'en tant qu'introvertie, j'ai du mal à trouver mes mots, tu vois, face à quelqu'un. Et c'est que seulement après où je suis en mode oh j'aurais pu lui dire ça, lui ça, mais là, de manière miraculeuse, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Vraiment, j'ai pu, sans avoir la pression de me dire ah oui là faut que je parle vite parce qu'après derrière il y a des gens, parce qu'en fait j'étais tellement concentrée que j'avais pas vu qu'il y avait une queue qui se formait déjà derrière moi, et une queue en fait qui s'est pas vidée de toute la journée, vraiment c'est une queue qui allait jusqu'aux toilettes tout au fond quoi, tellement c'était vraiment l'autrice phénomène. Et heureusement j'étais la première, sinon j'aurais pas osé prendre autant de temps pour lui parler, de prendre une photo et tout je pense. Du coup vraiment ça a été une chance incroyable de pouvoir rencontrer ton autrice préférée et pouvoir lui dire tout ce que t'avais sur le cœur. Je me rappelle du coup je l'avais acheté, il était sorti en 2017, vers juin 2017. Juin 2017 c'était l'année du bac pour moi. Donc je me rappelle que je l'avais acheté et que je l'ai mis dans la bibliothèque, dans mon placard là, pour pas le lire. Tu vois, je devais me concentrer sur mes révisions du bac, mais je te jure qu'à chaque fois je le ziotais, il est en train de me narguer parce que je voulais tellement savoir la suite. Quand tu vois la fin du tome 2, et en plus je crois il est sorti en 2017 et on avait le tome 2 en 2016, non 2015, 2016, un truc comme ça, 2015 je crois, fin 2015. Du coup on a attendu 1 an et demi et c'était hyper long parce que quand t'as le cliffhanger de la fin du tome 2, tu veux juste que te jeter sur le tome 1. Quand j'ai pu le lire, c'est-à-dire que c'était la fin du bac, que voilà, on pouvait se reposer et j'ai passé un moment incroyable. Vraiment, je m'en rappelle, j'étais en train de pleurer de choc à un moment parce qu'il y avait un plot twist de malade au milieu là. Bref,
incroyable, j'arrête de parler. Mais ouais, non franchement cet homme là il me le faut, je risquerais ma vie pour le sauver. Ouais, autre moment hyper important avec une autrice. Marie-Hélène Lafont. Là c'est Pays d'en haut, du coup c'est une restitution de ses entretiens de l'autrice avec Fabrice Lardreau sur je crois les contrées dans lesquelles Marie-Hélène Lafont a vécu. Je l'ai acheté après un moment assez exceptionnel. C'est après avoir animé avec des copains et des copines la rencontre avec Marie-Hélène Lafont en médiathèque et c'était une expérience angoissante mais hyper stressante, surtout quand tu vois à quel point Marie-Hélène Lafont elle parle. C'est une virtuose de la langue de Molière. C'est très impressionnant, vraiment, aller voir des entretiens d'elle, elle est incroyable. Et du coup, le fait de devoir l'interviewer, enfin, sur son œuvre, qui est hyper exigeante, qui est hyper profonde et puissante, genre, c'est très très intimidant. Mais on a réussi ce challenge ensemble et on est hyper fiers de nous. Et du coup à la fin il y avait un coin librairie pour acheter ses livres, pour les faire dédicacer, et moi j'ai acheté ce livre là parce que du coup c'est une retranscription de ce qu'elle dit, de sa parole. C'est comme si après son départ elle était encore avec moi, genre je pouvais lire ce livre là en entendant sa voix comme si elle me parlait à travers ce livre là. Et puis aussi je voulais également une dédicace. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Toby Launès de Timothée de Fombelle, le tome 1. Alors en fait ce livre là, je l'ai gagné dans un concours de lecture en 6ème. J'ai gagné un max de livres et un appareil photo genre hyper performant, hein. C'était pas un truc débile ou quoi, non c'était vraiment genre, c'était trop bien, je l'ai cassé. Bref, je l'ai cassé alors que il prenait de trop bonnes photos, c'est bref. Et parmi les romans, il y avait Toby Launès. En plus, regarde, j'ai mis prix du concours de lecture 2011 6ème. Je l'ai lu qu'en 2016, je crois. Je l'ai lu des années après, parce qu'en fait, plus je grandissais, enfin plus je devenais une ado, et plus je voyais ce livre et j'étais en mode ça a l'air trop enfantin pour moi, je vais pas aimer, bof. Et je sais plus pourquoi en 2016 j'ai voulu le lire. Du coup j'étais en première et j'ai chialé, j'ai tellement adoré. Et en fait j'ai découvert que Timothée de Fombelle, certes il écrivait des livres pour la jeunesse, mais en fait des livres à lire à tout âge, parce que tellement c'est profond et tellement selon ton niveau de maturité, ton niveau de conscience, d'expérience, tu vas voir, tu vas découvrir des trucs, tu vas remarquer des trucs que peut-être quand t'es enfant tu remarques pas, mais même en étant enfant tu vas adorer une telle aventure. Ce livre là il m'est très précieux déjà parce que c'était le concours de 6ème, mais aussi parce que ça m'a foutu une claque et je me suis dit oui, pourquoi j'avais autant de préjugés sur la littérature jeunesse. Ce livre c'est pas un roman, c'est pas un manga, mais c'est ce livre-là, le Beyond the Story de BTS. C'est un gros livre qui retrace leur parcours, leur histoire. J'ai pas encore fini, en fait j'ai à peine commencé. J'ai pas envie de le réacheter parce que déjà je l'ai pas acheté, j'ai squatté le pass culture de ma petite sœur. Et s'il brûle, je devrais débourser 35 € je crois. Non, attends. Il coûtait 35 € jusqu'au 31 juillet 2023. Et là il coûte 40 €. Heureusement que moi je l'ai gratos. Et du coup voilà, je suis contente. Et enfin, quand j'étais à Taïwan, j'ai acheté plein de livres. Et ça me saoulerait, ça m'ennuierait extrêmement beaucoup s'ils en venaient à brûler, parce que du coup c'est des livres que je peux pas vraiment me procurer facilement en France. Mais s'il fallait faire un choix parmi les livres en chinois à ce livre là, alors c'est Run with the Wind de Shion Miura. Il va sortir en anglais en octobre. J'ai découvert cette histoire par le biais de l'anime. En gros c'est une histoire de course de relais, mais ça utilise la course comme une métaphore de la vie, de ton évolution, de comment tu vas atteindre tes objectifs, de ton accomplissement personnel, etc. Vraiment l'anime il est magnifique, les personnages, l'animation, l'OST, la musique, incroyable. Et du coup je voulais à tout prix lire le roman original. Comme en fait il n'est pas encore disponible ni en français ni en anglais et que j'étais partie à Taïwan, j'ai acheté en chinois en me disant que ouais c'est qu'une question d'entraînement, c'est une question d'exercice et ensuite j'aurai le niveau adéquat pour pouvoir le lire en chinois. Des années après j'ai toujours pas de motivation, mais c'est horrible hein. En fait je vais essayer quand même de le lire. Faudrait que je me dépêche parce que je sais que quand la sortie anglaise va
sortir, bah j'aurais plus la motivation et du coup j'aurais acheté cette édition pour rien. En plus j'ai 2 versions de cet exemplaire là, genre il y a rien de différent, c'est juste je sais pas, j'avais vu en librairie et j'aime tellement l'anime que j'ai acheté une deuxième fois juste parce que ça m'a ému. J'ai aussi 2 versions, quand j'étais au Japon j'ai acheté les 2 versions comme ça en japonais, il y a que la couverture qui change. Voilà, là c'est l'anime. Voilà. Vous trouvez pas qu'il ressemble méga à Kageyama dans Haikyuu? Ah mais c'est pour ça que je m'étais mise à l'anime, parce que je trouvais qu'il ressemblait grave à Kageyama dans Haikyuu et ça m'a intriguée. Et je crois que j'avais confondu avec Kageyama. Bref, voilà, on s'en fout. Et j'aime beaucoup cette couverture aussi. Du coup, parmi ces 3 exemplaires, je saurais pas lequel sauver. Bah sûrement celui-là hein, quand même, parce que c'est celui auquel je suis plus sensible de comprendre. Alors si on devait faire un bilan des livres, sérieusement, alors vraiment si sérieusement fallait faire un bilan des livres, il faut absolument que je les sauve. Imaginons 5 livres, et encore c'est déjà beaucoup. Percy Jackson, ça c'est sûr. Radio Silence. L'Onication des miroirs, à la rigueur j'ai fait une vidéo analyse qui peut me servir comme souvenir, tu vois, même si ça me fait chier, mais à la rigueur c'est dur. Une vie comme les autres. Ouais. Non. Skate Dance. Non, je peux pas. J'ai envie de te prendre La mémoire de Babel, Toby Lowness et le livre en chinois là. Ça ferait 7 livres. Et 7, c'est le nombre sacré des BTS, du coup. Jamais 708, du coup je prendrai aussi ce livre là parce que c'est BTS. Oh oui, Verdict, je vais brûler, je vais crever. Je peux pas faire... Ah, vous savez quoi, je sais pas. Je sais juste pour ces 2 là c'est sûr et certain. Anyway, bah faites le jeu chez vous hein, et bah en vrai dites-moi si vous avez des réponses, si vous arrivez à choisir, à faire juste un top 5 des livres que vous voulez sauver. Ah c'est dur, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, même si je sais même pas si cette vidéo a été cool. Moi je me suis quand même amusée de revenir comme ça sur des exemplaires, de me remémorer des souvenirs. J'espère vous retrouver pour d'autres concepts de ce genre, un peu moins foireux. Et d'ici là, bah, très bonne lecture à vous et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!